Bonjour YouTube! Comment ça va les gens? Comment vous allez? Comment ça me fait plaisir! J'adore ces vidéos, je sais que je commence toutes les vidéos de fin d'année en disant que j'adore faire ces vidéos, mais c'est vrai les gars, j'adore faire ces vidéos. J'espère que vous allez bien, bonne année 2026, plein de belles choses, la santé, paix sur vous, paix sur vos proches, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de 2025? On peut dire que 2025 était un petit peu comme 2024 en réalité. C'était une année où vraiment les blockbusters étaient pour une immense majorité ratés. Les meilleurs, franchement, moi je les ai pas trouvés dingues, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui adorent F1, il y a beaucoup de gens qui adorent Superman. Pour moi, c'était ok, mais c'était pas non plus extraordinaire. Mais quand même, 2025 a su se démarquer. Au niveau des films d'horreur, ouais, il y a eu pas mal de choses. Au niveau de l'indépendant aussi, il y a eu pas mal de belles propositions. Mais globalement, 2025, comme d'habitude, nous allons commencer par le flop film, le flop 10. Et pas comme d'habitude, il y a des films dont je savais que ça allait être des merdes et j'y suis allé quand même. Pourquoi ? Je sais pas, mais il y a des films où je suis allé, en rentrant dans la salle, je savais que ça allait être de la merde. Toi aussi, tu le savais que ça allait être de la merde. Tout le monde le savait. Et au final, c'était de la merde. Voilà. Donc tout non plus n'était pas un échec assuré. Hein, évidemment, j'ai eu de mauvaises surprises. Mais là, je dois être honnête avec vous. Je peux pas vous dire que mon flop c'est que des mauvaises surprises et que des films auxquels je croyais. Non, il y a la moitié des films, je savais que c'était des merdes en allant les voir. Et notamment le premier film, numéro 10, Souviens-toi l'été dernier. Voilà, le reboot, slash suite, slash revival, slash requel, slash on a vu Scream 5 et on veut surfer sur le succès. Voilà, c'était... que dire, c'était... un échec cuisant, c'était totalement raté, il n'y avait rien d'intéressant, les personnages étaient vraiment à chier, il n'y avait aucune scène de tension qui fonctionnait, et c'était vraiment le pire des Souviens-toi l'été dernier, alors que, avant d'aller voir celui-là, je me suis refait le 1 et le 2, par nostalgie malsaine, dirons-nous, et le 1 et le 2, déjà c'est de la merde. Déjà, le 1 et le 2, c'est de la merde, alors ils ont un statut culte aujourd'hui, mais déjà ça, c'est éclaté, mais alors le 3, qui techniquement est un 4, hein, parce que Souviens-toi l'été dernier 3 existe, il est sorti en VOD fin des années 2000, et en gros, il y avait une histoire de fantôme et tout, enfin bref. En gros, je pense que le 3 n'est pas considéré comme canon, et là, du coup, c'est le 4, mais en vrai, c'est le 3. Et non, c'est éclaté, il y a que une idée que je sauverais du film, c'est celle de faire d'un des survivants des anciens Souviens-toi l'été dernier, un tueur aujourd'hui. Ce que Scream n'a jamais osé faire, et vraiment c'est l'un des problèmes de la saga Scream. Là au moins, ils l'ont fait. C'était raté, c'était de la merde, et en plus c'était un très mauvais... On spoil ou pas ? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on peut le spoiler. Et Freddie Prinze Jr., qui est un acteur de merde, tu me prends lui pour devenir un tueur, alors que déjà dans le 1 et le 2, quand c'était un survivant, qu'il était gentil, il jouait déjà mal. Ça passe pas du tout. Puis son mobile, c'est quoi ? C'est genre on parle plus assez de la ville. Donc du coup, moi je veux ramener les médias sur la ville parce que les pêcheurs ont plus d'oseille. Putain, mais le gars c'est un gilet jaune. Mais ouais, souviens-toi l'été dernier, au moins on a passé une bonne séance. C'est vrai, j'étais avec Axel Cartoon, Ludwig van Manitou qui est derrière la caméra. et ouais, au moins on a passé une bonne séance. On a rigolé, c'est l'essentiel, mais bon. C'était quand même vachement de la merde. Numéro 9, Running Man. Une merde absolue, un ennui total. Et je crois la pire adaptation de Stephen King qui soit sortie cette année. Parce qu'on a eu la série It Welcome to Derry, on a eu The Life of Chuck, et on a eu Marche ou Crève, et Running Man. Donc grosse année en termes d'adaptation de Stephen King. Et Running Man, c'est la pire de toutes. Franchement, c'est la pire de toutes. Le film, tu comprends pas où il veut en venir, c'est beaucoup trop coloré, c'est à la fois ridicule, à la fois trop sérieux, à la fin il y a un twist, mon dieu, mais c'est tellement pourri, et en fait ça aurait dû s'appeler Hiding Man plutôt que Running Man, parce que le mec il court vraiment pas souvent, mais il passe son temps à se planquer, donc non, franchement c'est éclaté, Running Man, terrible. Ce qui est grave dommage vu que c'est le réalisateur de fou. Là, Ah mais oui, putain, c'est Edgar Wright en plus. C'est ça qui est ultra dommage. Mais ouais. C'est que... Mais oui, mais grave. Normalement, ce mec n'est pas nul. Oui, et juste à un moment pour flexer un peu, il t'a fait un plan séquence au milieu du film.
Ouais, mais franchement, le plan séquence, il est éclaté, quoi. Il a pris une steadicam, il a couru derrière un acteur. Plan séquence, d'accord. Numéro 8, Tron Ares, film à la gloire de Jared Leto, pour peu que ce mec ait une gloire. Mais non, franchement, c'est horrible. Voilà, en fait, je vais dire que tous les films sont horribles parce qu'on est dans le flop et c'était vraiment horrible. C'était affreux. L'idée qui, pourtant, sur le papier, de ramener l'univers de Tron chez nous, sur Terre et tout, franchement, ça peut être pas mal. Il y a une scène de course-poursuite qui est bien, mais le reste, oh là là, c'est des dialogues où Jared Leto va te faire un bilan de c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant. C'est horrible, ça annonce une suite, j'ai pas envie de la voir, j'irai pas la voir. De toute façon, je crois que ça a bidé de ouf, donc... Le titre n'existera certainement pas. Ouais, voilà, ça n'existera jamais, donc ouais, non. Terrible, Tron Ares. Mais pas plus terrible que Ad Vitam. Ad Vitam, qui est le premier film de l'année que j'ai vu. Et en plus, moi, j'étais un peu hype, parce que c'est un film d'action avec... putain, j'ai envie de dire François Cluzet. C'est pas François Cluzet, c'est Guillaume Canet. Et avec Nassim Liès. Et Nassim Liès, que j'avais adoré dans Farang en 2023. Donc moi, je me dis, allez, vas-y et tout. Et en fait, c'est éclaté au sol, les scènes d'action sont pourries. La séquence la plus impressionnante de ce film, c'est Guillaume Canet qui est en train de faire de l'ULM. Et non, en fait, c'est horriblement nul. En fait, c'est un film qui est là pour te faire la promotion du GIGN. C'est un film où on va te montrer, regardez à quel point nos casernes sont stylées, regardez à quel point nos gars sont soudés, regardez à quel point nos gars sont entraînés. Enfin bon, c'est ça. Et il n'y a pas d'action, il n'y a pas de suspense. En fait, tu passes le film en flashback. C'est ça le pire, c'est que il lui arrive un truc à ce personnage. T'as sa femme qui se fait enlever, t'as des méchants qui lui veulent du mal et tout. Mais ça, c'est pas le film. Le film, c'est lui avant. On apprend comment il a connu sa femme, et on apprend comment il est rentré dans le GIGN, et comment il est rentré dans toute cette famille et tout. Et en gros, sur 1h30, t'as facile 1 heure de flashback, et 45 minutes de Guillaume Canet, qui court, qui fait de l'ULM, et qui tire un petit peu. Voilà. C'est de la merde. Même Nassim Liès, qui est incroyable dans Farang, là, franchement, il fait rien du tout, à part conduire une voiture à la fin, quoi. C'est éclaté. Numéro 6, Until Dawn. Until Dawn, alors sur celui-là, je vais faire très très court parce que j'en ai quasiment aucun souvenir, mais c'était nul à chier le concept de boucle temporelle où on va te faire vivre un aspect du cinéma d'horreur différent à chaque fois. Ça pourrait être super intéressant sur le papier, sauf que en termes de mise en scène, ils ont rien à proposer. Et du coup, en fait, tu te fais chier du début à la fin. Déjà moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé le jeu vidéo, je l'ai fait et je l'ai fait qu'une fois, alors que c'est un jeu qui est fait pour être rejoué justement. Moi je l'ai fait qu'une seule fois, j'ai détesté, j'ai perdu 4 balles, et donc le film était tout aussi nul quoi, mais vraiment. Rembourser mes 4 euros. Rembourser mes 4 euros, putain. Numéro 5, Werewolves, un film de loup-garou avec Franck Grillo, qui sur le principe était pas trop mal parce que ça se vend un petit peu comme La Purge, mais avec des loups-garous. Donc moi, j'ai tenté ma chance, voilà. Je donne sa chance au produit. Et non, ça marche pas du tout. Les loups-garous, déjà, ils sont super mal faits. Ils ont fait des loups-garous en réel et pas forcément en CGI, même s'il y a de la CG sur certains plans. Mais désolé, ça marche pas du tout. C'est dégueulasse, à la fin t'as un combat entre 2 mecs en costume, on dirait les méchants d'un Power Rangers qui sont en train de se foutre sur la gueule. Donc ouais, non, ça ne fonctionne pas du tout, c'est éclaté au sol. Et voilà, j'ai rien à dire dessus. Mais par contre, j'ai quelque chose à dire sur le numéro 4, qui est aussi un film de loup-garou, c'est Wolfman. Wolfman, qui est encore pire que Werewolves. Ouais, les films de loup-garou, c'était pas ouf cette année. Il y a un film de loup-garou, là, l'année prochaine, qui sort par le mec qui a fait Nosferatu, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà ? C'est Robert quelque chose. Robert Egger. Mais non, du coup, pour parler de Wolfman, c'était en fait la version A24 d'un film de loup-garou, avec juste une famille qui a peur, des cris dans la forêt, des fougères qui bougent un petit peu, et puis rien d'autre. Et les loups-garous, tu les voyais qu'à la fin, et à la fin, il y avait un design en plus qui était... Vous voyez Greyback dans Harry Potter, son design pourri là, et imaginez ce design là, avec encore moins de budget parce que c'est A24. Non, vraiment nul à chier. Et pourtant, il y a une super actrice dedans, que j'adore, que j'avais découvert dans Ozark, qu'on a vu aussi dans d'autres films dont on va reparler. Mais ouais, super actrice, mais malheureusement, film de merde quoi. Numéro 3, Captain America Brave New World. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur Captain America ? Bah non, on n'a rien à dire sur Captain America, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Déjà, le principe de prendre Sam Wilson,
Pour être un Captain America, je suis désolé, ça n'a aucun sens. Même si la série était plutôt cool, mais elle était cool surtout parce qu'il y avait Bucky en réalité. Et là, tu te rends compte que le mec n'a absolument rien à faire. Le mec n'a absolument rien à raconter. Et puis surtout, il a pas le super soldat, les frérots. Et Captain America qui n'a pas le super soldat, sur le papier, tu te dis ça peut fonctionner. Mais en réalité, le mec flexe tellement et fait tellement des mouvements qui ne peuvent être réalisés que par un mec qui a le super soldat, que finalement, ça marche pas du tout. Il y a un moment dans la bande-annonce, on le voit, il fait une chute de je sais pas combien de mètres, et il atterrit sur ses genoux, normal, au calme. Alors que normalement, frérot, non, ça se termine, t'es mort, quoi, t'as plus de jambes, tu vois. Et ils te disent même pas qu'il porte une armure, qu'il porte un truc qui va le rendre un petit peu plus puissant. Pas du tout. C'est juste Sam Wilson, il est en latex, il a un jetpack, un bouclier, et il va affronter Hulk. Ils ont abusé, je crois, du système Wakanda, du vibranium avec ses ailes, parce que ses ailes lui viennent de Wakanda. Ses ailes sont en vibranium, ouais. Mais à part ça, oui, il a vraiment régular tenue, et en plus, ils se sont payé le luxe de retirer de la protection, puisqu'il est en une seule manche. Oui. Par rapport à la tenue d'avant. Oui, et il y a Gus Fring. Voilà, il y a Gus Fring qui joue dans ce film. Quelle horreur, voilà, une immondice qu'on va s'empresser d'oublier. Numéro 2, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, voilà, je sais pas quoi dire. Le top 3 de mon flop, de toute façon, c'est des films que je savais être merdiques en entrant dans la salle. Captain America, Lilo et Stitch et le numéro 1. Je savais que ça allait être éclaté en entrant dans la salle. Et pourtant, j'y suis allé quand même. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu idiot. Mais Lilo et Stitch, en plus, je sais même pas quoi vous en dire. C'est juste une tendance merdique chez Disney à vouloir retranscrire leurs histoires de la mauvaise façon. Et en fait, tout ce qui faisait la morale de Lilo et Stitch, tout ce qui était en rapport avec la sœur de Lilo dans Lilo et Stitch, et là c'est totalement évacué, ça ne sert à rien. Et à la fin, en fait, on te résout les trucs avec un espèce de Deus Ex Machina de merde. Et bref, c'était affreux. Et le numéro 1, exactement dans la même veine que Lilo et Stitch, c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige aussi, pareil, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vais répéter ce que j'ai dit pour Lilo et Stitch, en fait, c'est... Ah, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est nul à chier. Vraiment. Moi je pense que la théorie des clones est confirmée parce que ce n'est pas le même Mark Webb qui a fait les deux Amazing Spider-Man qui a fait ce Blanche-Neige ou même 500 jours ensemble. Mark Webb c'est un mec qui sait faire des films normalement. Pourquoi est-ce que c'est nul à chier là Mais j'avais oublié que c'était Mark Webb. Mais oui. Oh putain, merde. Affreux. Et ouais, le côté Israël-Palestine en plus ça a totalement flingué la promo. C'était foutu à partir du moment où Rachel Zegler et Gal Gadot qui décident de ne pas faire la promo ensemble alors que c'est les putains de deux rôles principaux et les putains de deux restats du film. C'était voué à l'échec. Et voilà, je pense qu'on a suffisamment parlé de mauvais films. On va faire une petite section mentions honorables, chose que je ne fais jamais, mais là en fait j'ai tellement de mentions honorables que je me suis dit quand même je suis obligé de vous les donner. On a tout d'abord Thunderbolt, que franchement moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un film du MCU qui a apporté vraiment du renouveau, je le trouve très touchant, je trouve que les scènes d'action sont assez variées, l'image est plutôt jolie, à la fin le climax on se croirait plongé dans un Freddy Krueger, donc ouais non franchement moi j'ai bien kiffé. Deuxième mention honorable, K-pop Demon Hunter. Franchement, j'avais pas du tout envie de le voir. C'est Nightmare qui m'a dit donne-lui sa chance. Et Nightmare, merci meuf, j'ai bien fait de t'écouter parce que ça défonce sa race et les musiques elles sont incroyables. On a aussi Y a-t-il un flic pour sauver le monde qui est hilarant, qui est vraiment charmé. Il y a une vanne, le film je l'ai vu quand il est sorti, donc je sais plus quand c'était, au printemps je crois, et il y a une vanne, je ne m'en remets toujours pas. D'ailleurs je vous la mets là. You don't remember me, do you? Should I? My brother, you shot him in the name of justice. That could literally be thousands of people. Shot him in the back as he ran away. Hundreds. Unarmed. At least 50. He was white. So you're Tony Royland's brother? That's right. Donc t'es le frère de machin. Oh putain. Oh cette vanne là, putain. Oh elle m'a détruit. J'étais déconcentré de 20% jusqu'à la fin du film, juste à cause de cette vanne extraordinaire. Également on a Sisu Road to Vengeance, la suite de Sisu d'or et de sang, et franchement
mortel, très bien, vachement barré, exactement ce que j'attends d'une suite de Sisu, donc très très bien, très violent, gore comme toujours. On a L'étranger, adaptation d'Albert Camus, et franchement je m'attendais pas à grand chose. Moi j'ai lu le livre au lycée, j'en gardais un super souvenir, et au final ça a dépassé mes attentes. J'ai trouvé que c'était vachement bien rythmé, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais en lisant le bouquin il y a 20 ans. GG à François Ozon, parce que le film est vachement réussi. Également, on a Oli, petite comédie dramatique française avec Théo Christine autour du skateboard. Et en gros, c'est un punk à chien qui va s'allier d'amitié avec un gamin. Et en fait, leur relation va tourner autour du skateboard. Et c'est génial parce que ce punk à chien était un ancien champion de skate. Et le petit est harcelé au collège et tout. Film classico-français, mais pour le coup, c'était très efficace. Novocaine aussi, qui est dans les mentions honorables, parce que un bon film d'action bien barré, qui est bien gore et bien dark, et très drôle, franchement, ça fait toujours plaisir. Également, on a Julie Setet, drame, je sais même plus de quelle nationalité est ce film, sur une gamine qui fait du tennis et qui est violée malheureusement par son prof de tennis, et elle n'ose en parler à personne. Voilà, on est avec cette gamine murée dans son silence et tout, et c'est très touchant, très triste. Et dernière mention honorable, ce n'est pas un film, mais j'étais obligé d'en parler, Pluribus. Hello Carol. Ah non, Pluribus, vraiment dinguerie subatomique, nouvelle série de Vince Gilligan, le papa de Breaking Bad et de Better Call Saul, un slow burn comme on n'en a jamais vu que dans les meilleures séries du monde. Évidemment, il n'y a qu'une saison qui est sortie, donc il se passe pas énormément de dingueries, c'est normal, c'est un slow burn. Pour les dingueries, il faudra attendre la fin de la série, mais en tout cas, moi, dans cet état de fait, et quand je vois les personnages évoluer, dans la situation dans laquelle ils sont, je vous pitche pas le truc, mais franchement, c'est ouf. Pluribus, il y a 9 épisodes, si vous pouvez vous les lancer, vous allez adorer. Si vous aimez Breaking Bad, Better Call Saul, qu'est-ce que vous faites là, en fait ? Quittez cette vidéo et allez regarder la série, oui. La série qui est disponible sur MyCanal, parce que je vois trop de personnes pas savoir que c'est sur MyCanal, donc pas besoin d'avoir Apple TV+, si vous avez l'offre rare, je sais pas quoi. Moi, je sais que mais c'est stylé. Je taxe ça à mes parents, et donc j'ai Pluribus sur MyCanal, donc allez-y. Ah mais c'est trop bien, c'est trop bien. Incroyable. Stylé de ouf. Ce qui nous amène à notre top de l'année. Oui, après une longue introduction, on arrive enfin dans le top. Alors il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que cette année j'ai vu 83 films, c'est quand même 23 de plus que l'année dernière où j'en avais vu que 60. Là franchement ouais pas mal, moi je suis assez content de mon année cinéma. Il y a toujours quand même 2 ou 3 films que tu te dis ah merde j'aurais bien aimé le voir etc. Mais bon, je suis content, j'ai réussi à faire les rattrapages globalement comme je le voulais, donc ouais, je suis assez content du nombre de films que j'ai vus. Et sachez que l'année prochaine, j'en verrai beaucoup moins. Mais je vous dis pas tout de suite pourquoi. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Le top 10 des films de 2025. Numéro 10, Primitive War. Vous aimez les dinosaures ? Vous aimez Jurassic Park ? Et vous aussi, vous trouvez que la saga Jurassic World part un peu en couille ? Eh bah Primitive War est pour vous. Parce que Primitive War, à la base, c'est juste une putain de fanfiction sur un forum de geekos qui a tellement cartonné que l'auteur en a fait un roman, qui a tellement cartonné que l'auteur l'a adapté aujourd'hui au cinéma. C'est australien, ça a 8 millions de budget, ça dure 2h20, c'est généreux en dinosaures et c'est plus gore que le plus gore des Jurassic Park. Ça raconte l'histoire de Marines, au Vietnam, tout simplement, qui tombent sur des dinos dans la jungle, qui vont se faire bouffer un par un. Il y a une histoire, évidemment, c'est développé, c'était un livre à la base, donc forcément, il y a un lore, etc. Il y a même des comics, il y a même des suites à ce bouquin. Enfin, c'est vraiment un lore ultra développé, Primitive War. Et moi, j'arrive, je débarque en me disant « Bon, allez, je vais me mater un film Z, j'en ai pas maté cette année, on va voir ce que c'est, il y a des dinos qui tuent des gens et tout. » Et bordel, c'est tellement bien. Alors oui, les CGI, ils sont pas dingues. Ils ont 8 millions de budget, les gars. Alors oui, les acteurs sont pas dingues non plus, hein, pour la même raison. Mais, franchement... c'est tellement ballsy, c'est tellement gore, il y a énormément de dinos, c'est bien filmé, les chorés sont bien amenés, les personnages sont dans des situations où t'as peur pour eux, où tu te dis putain mais ils vont se faire bouffer, et à la fin, le nombre de dinosaures qu'il peut y avoir sur le climax, mais ça encule toutes les scènes d'action dans les Jurassic Park, je suis désolé.
Je dis pas que ça bat Jurassic Park, évidemment que c'est une saga iconique et tout. Mais à la fin de Primitive War, tu te retrouves dans un truc où t'as genre une centaine de dinosaures qui veulent bouffer une vingtaine d'êtres humains. Et ça, je suis désolé, je l'avais jamais vu dans un Jurassic Park. D'autant plus que dans Primitive War, les dinos, on les flingue, on leur tire dessus, à balles réelles, il faut les tuer, putain. Et ça, on le faisait pas non plus dans Jurassic Park. Alors, c'est peut-être pas le meilleur film de l'année, c'est peut-être pas le plus gros budget de l'année, c'est peut-être pas le film le mieux écrit de l'année, mais voir des dinos trucider des humains avec du sang, et des humains essayer de planter leur couteau dans les yeux des dinosaures, et tu vois tout, bah ouais quoi. Ouais. Pour le salaire de Robert Downey Jr. sur Doomsday, on peut faire que 13 Primitive. Putain. Oh, la stat est folle. Voilà, bravo le cinéma. Oh, la tristesse. J'ai qu'une chose à dire, regardez ce film, franchement, il vaut vraiment le coup. Il est pas sorti en France, si vous voulez le voir, c'est de manière illégale, malheureusement, parce que il est pas sorti en SVOD ni en VOD. Peut-être qu'il sortira à un moment. Il est sorti en physique, par contre, vous pouvez vous le choper en import. Donc voilà, je fais la pub, la propagande n'est jamais de trop pour ce film. J'adore Primitive War. Numéro 9, Sinners. J'ai adoré. On est vraiment devant un film qui a beaucoup d'ambiances différentes, qui a beaucoup de vibes et de genres qui se mélangent. C'est à la fois un film politique, c'est à la fois un film d'horreur, c'est à la fois un film d'action et en même temps une comédie musicale. Donc ouais, tout se mélange super bien dans Sinners. Je trouve que Michael B. Jordan, il joue super bien les deux frangins qui ont un caractère différent et que tu différencies vraiment très facilement au premier coup d'œil. Donc ouais, Sinners, c'est un peu un remake de Une nuit en enfer, mais sans le côté fun. Enfin, ça reste fun, évidemment, mais sans le côté débile, en fait, ce que je veux dire. J'adore Une nuit en enfer, mais c'est vrai que c'est très burlesque. Là, c'est premier degré, et en même temps, t'es vachement touché par les personnages que tu rencontres, tout ce qu'ils ont à traverser. Les scènes d'action sont vraiment cool. On te dit fuck les racistes, donc moi, un film qui dit fuck les racistes, déjà, il prend 2 points dans la note d'emblée. Et ouais, en fait, non, franchement, Sinners, vraiment très très bon film. Il y a un putain de plan séquence au milieu qui est vraiment cool. La plupart des gens ont trouvé que ce plan séquence était un petit peu là pour se la raconter, etc. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que ce plan séquence est à sa place, qu'il a du sens. Et ouais, en fait, le côté les blancs sont les vampires qui veulent s'approprier la culture des noirs, et voilà. C'est des parallèles qui, pour moi, sont plutôt intéressants. Certains y voient du communautarisme. Je peux entendre, mais en même temps, frérot... les Noirs, à cette époque, ils avaient un peu raison d'être communautaires. Voilà, je suis désolé. Et en gros, ouais, non, superbe film. J'ai pas énormément de choses à dire, mais c'était vraiment très très cool. Numéro 8, Dossier 137. Que dire, j'ai l'impression de parler un petit peu que de films de gauche, là. Mais on va remettre une petite pièce parce que Dossier 137, c'est super. Ça te raconte l'histoire d'une policière de l'IGPN qui enquête sur des policiers qui ont agressé des gilets jaunes. Et du coup, on va suivre cette enquête. Et c'est super en termes de mise en scène. C'est tellement bien écrit. Sandrine Kimberlin est brillante dans ce film. Et c'est vraiment une enquête. C'est-à-dire que il y a un gilet jaune qui s'est fait one-shot par un policier. Le policier, on n'arrive pas à l'identifier, on doit l'identifier. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On mène l'enquête. Et cette enquête est vraiment passionnante. La fin est, comme vous vous en doutez, accablante, parce que, sans spoiler, il y a très peu d'enquêtes de l'IGPN qui se finissent en rendant le policier coupable de quoi que ce soit. Donc voilà, malheureusement, on est sur un film assez réaliste, mais c'était... vraiment super bien. Ça rappelait un petit peu Police. Il y avait des vibes de Police dans le sens très documentaire, avec ces rapports qu'on écrit et qu'on entend à voix haute, et avec ce style d'écriture qui est propre à la justice française, à la police, où on va écrire de manière très factuelle, très détachée, et au final, ça entre en paradoxe avec le personnage de Sandrine Kimberlin qui entre en empathie avec les victimes des policiers, et
Et donc, vraiment, il y a un jeu très intéressant avec tout ça. Le film est hyper touchant, très bien filmé. Il y a un plan fixe à la fin sur Sandrine Kiberlin qui délivre un monologue de malade, de fou. Franchement, c'est super bien, Dossier 137. Ça m'a mis une vraie claque. J'ai été ému presque aux larmes. Et rien que pour ça, GG. Numéro 7, Frankenstein. Oh bah dis donc, c'est un film de gauche. Non, je déconne. Mais pas loin, parce que franchement, Frankenstein, je connaissais pas l'histoire, je vais pas vous mentir, je sais globalement que c'est un mec qui s'appelle Victor Frankenstein qui crée un monstre vivant à base de cadavres humains, ça je le sais, mais globalement, à part le concept de base, moi je connaissais pas du tout l'histoire. Il paraît que le film est très fidèle au livre, et du coup, j'ai presque envie de découvrir le bouquin tellement l'histoire m'a plu, parce que c'est encore une fois hyper touchant. Jacob Elordi qui fait la créature, moi j'adore son design entre un dieu grec et un ingénieur de Prometheus, donc moi j'ai trouvé que c'était très vivant, j'ai trouvé que les décors étaient ouf, les couleurs, tout ça. On revient à un cinéma pour Guillermo del Toro qui arrive à me prendre, parce que moi, ces derniers films que j'avais vus, j'arrivais pas trop à rentrer dedans. Et là, Frankenstein, trop bien. Oui, les CGI sont pas folles. C'est un film Netflix. Tu sens que, niveau budget, il aurait bien aimé avoir 5 millions de plus. Malheureusement, il a pas pu les avoir. Mais franchement, non, le film, très touchant, très bien écrit, très juste. Musique nickel, acteur nickel, j'ai pas grand chose à dire à part que ça m'a fait découvrir l'histoire de Frankenstein que je connaissais pas, je l'ai kiffé, du coup j'ai peut-être un peu envie d'en voir plus, et ça c'est cool. Là pour le coup, moi j'ai lu le livre Frankenstein et c'est vrai qu'il est cool. Ah ouais ? Et le film tu l'as vu ? Du coup non, mais juste parce que là pour le coup j'ai pas, mais en fait je peux le télécharger aussi. Mais dans ma tête, j'avais pas Netflix, du coup j'étais en mode ah oui bah. Ah bah t'as pas Netflix. je suis vraiment con des fois, tu suis la loi inconsciemment comme ça ou non. Numéro 6, Last Stop Yoma County. Ce film, il m'a retourné le cerveau. Je pensais vraiment être en terrain conquis, je pensais vraiment savoir tout ce qu'il allait se passer dans ce film, et le film est allé totalement à l'opposé de mes attentes. Et en fait, ça m'a scotché. Last Stop Yoma County, ça raconte l'histoire d'un diner qui se fait prendre en otage par des voyous qui sortent d'un braquage. Et en fait, on va être en huis clos dans ce diner où on va suivre des personnages qui essayent de s'en sortir face à ces mecs qui les ont pris en otage, ne peuvent pas s'en sortir, etc., etc. Le film n'aurait pas été dans mon top s'il n'était pas du tout allé à l'opposé de ce que j'attendais de lui. Et au final, ouais, quand tu vois le pitch, tu te dis, à la fin, les bandits ne vont pas s'en sortir, il va y avoir les gentils qui vont gagner, beaucoup de morts, une mare de sang, une gamine traumatisée, et puis c'est la fin, quoi. Et non, parce qu'à la fin, en fait, le film peut se terminer, et t'as le personnage principal qui prend une décision que j'avais pas du tout vu venir, et qui relance les enjeux pour 25 minutes, et en fait, le troisième acte, t'assistes un petit peu, j'ai pas envie de spoiler, mais j'ai envie de dire, une forme de chute en enfer. Ouais, c'est un peu ça. Vous aimez Breaking Bad ? Et au-delà de ça, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien joué, je sais, je me répète, mais ouais, franchement, c'était vachement bien, il y avait beaucoup d'idées très 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 intéressantes. Pendant tout le film, on attend le rationnement en essence qui doit arriver, et finalement, quand tu vois la raison de pourquoi il arrive jamais ce putain de rationnement d'essence, tu te dis, ouais, c'est plutôt intelligent. Enfin, bref, c'est un super film qui m'a vachement surpris, qui ne paye pas plus de mine que ça, mais qui vraiment prend en level grâce à son troisième acte qui tourne à la Breaking Bad, où vraiment ça part en couille, tu t'attends vraiment pas à ce que ça prenne cette tournure, et la tournure, quand elle arrive, tu te dis, c'est du génie d'avoir eu cette idée. Numéro 5, Weapons. Comme quoi, les rattrapages, c'est important, parce que Weapons ne m'intéressait pas du tout, j'avais pas envie de le voir, et au final, j'ai décidé de le rattraper parce que le bouche à oreille était incroyable. C'était un film du mois de juillet, et je crois qu'il est resté 3 mois en salle ou 4 mois en salle, c'est dire à quel point sur la durée ça a fait du chiffre, donc il fallait que forcément je le rattrape, et bordel j'ai bien fait parce que putain... Alors déjà, Weapons, t'as une actrice que j'adore là, qui joue effectivement dans Wolfman, qui joue dans Les 4 Fantastiques et qui jouait dans Ozark. On a Josh Brolin, on a, comment il s'appelle, Wong dans le MCU, et Wong c'est son nom de famille. Benedict Wong, exactement. Benedict Cumberbatch et lui.
Ah ouais, putain, c'est Benedict Cumberbatch Oui, et c'est Benedict Wong. Incroyable. Et pour l'actrice, c'est Julia Garner. Julia Garner, c'est ça, je connaissais son nom. Julia Garner, elle est extraordinaire. Et en fait, Weapons, c'est un film qu'on m'avait spoilé. Je l'ai regardé quand même en me disant, bon, c'est un petit peu chiant si je connais la fin, etc. Et en fait, tu peux le regarder en t'étant fait spoiler. Ça ne va pas du tout te gâcher le visionnage du film. Mais par contre, si vous ne connaissez rien du film, ne regardez pas la bande-annonce, ne lisez pas le pitch, n'en parlez pas à vos potes et lancez-le. Vous allez voir, vous allez kiffer. Alors oui, c'est un film d'horreur, c'est un petit peu gore, il y a du suspense, mais c'est surtout une enquête, en fait. C'est surtout une enquête, et un film horrifique qui tourne autour d'une enquête, il y en a pas beaucoup. Donc ouais, franchement, incroyable Weapons. À la fin, ça part en couille, mais un partage en couille qui fait tellement plaisir, qui est tellement bien, parce que je peux rien vous dire par rapport à ce partage en couille, mais il est très drôle. En même temps, il soulage, il fait du bien. Et ouais, c'est une séquence devant laquelle moi j'étais en train d'hurler de rire à la fin, parce que pendant toute la durée du film, j'étais en tension, et là, d'un seul coup, waouh, on peut relâcher, ça y est. En gros, c'est, vous savez, le moment où, ok, les gentils ont gagné, c'est bon, c'est fini, tout ça. Et c'est ça, mais en mode t'éclate de rire, parce que c'est à la fois jamais vu, c'est à la fois très impressionnant, c'est à la fois complètement barré et pathétique. Donc ouais, il y a un peu de tout ça qui se mélange. Et Weapons, vraiment, c'est un film qui, dans sa mise en scène, dans sa construction, te fait voir des événements par différents personnages. À chaque fois, tu vas changer de point de vue, tu vas rester parfois 25 minutes avec ce personnage-là, et puis boum, d'un seul coup, tu passes 5 minutes avec ce personnage, et puis boum, ensuite 15 minutes avec ce personnage, et tu passes comme ça de personnage en personnage, et t'en fais au moins 10 dans le film. Tous les points de vue sont importants, et ça te donne une histoire qui est passionnante à suivre, qui est fun, qui est très intéressante, qui est gore, il y a du suspense, il y a de bons acteurs. Enfin, voilà, franchement, Weapons, je m'en suis pas remis. Numéro 4, Destination Finale, Bloodlines. Le meilleur Destination Finale, pour moi, c'est vraiment une saga qui m'est chère, que j'aime beaucoup, mais qui s'essoufflait au fil des épisodes. Et là, en fait, ils ont eu la bonne idée de se faire passer un Destination Finale entre les membres d'une même famille, ce qui ajoute des interactions différentes, des enjeux différents, et surtout, ils ont eu la superbe bonne idée de ne plus mettre dans leur film 5, 6, 7 séquences de mise à mort différentes qui toutes duraient 3 minutes, 5 minutes pour les plus longues, mais là, ils te mettent 3 séquences qui chacune dure 10 ou 15 minutes, où on va faire monter le suspense. Destination Finale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une saga où la mort elle-même va créer des accidents autour de personnages pour pouvoir les exécuter. C'est souvent très gore. Et là, en fait, avec des séquences qui s'articulent autour de situations un petit peu plus fournies, on a beaucoup plus d'indices, on a beaucoup plus de suspense, on ne sait pas avec quel objet la mort va frapper, on ne sait pas quelle association d'action la mort va créer pour pouvoir tuer les gens. Et en fait, à la base, dans un Destination Finale, t'arrives, tu suis la bimbo qui va bronzer, pouf, il y a la planche qui se met et elle meurt. J'adore cette séquence, hein, je critique pas. Sauf que là, en fait, c'est totalement différent avec la mise en scène qui va prendre son temps. La scène de l'IRM, elle dure 10 minutes. La scène du barbecue, elle dure 15 minutes. Et la mort, en fait, elle va beaucoup plus jouer avec les personnages en disant « Est-ce que je te tue comme ça ? Non. Est-ce que je te tue comme ça ? Non. Je vais faire encore plus cruel. » Et c'est ça que j'adore dans ce film. La mise en scène de Destination Finale a enfin atteint son potentiel. Et je trouve ça ouf, parce que c'est une saga qui en est au 6e film, et c'est seulement au 6e film qu'un réalisateur dit « Mais putain, mais vous êtes des cons, il faut faire des séquences beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de personnages, et beaucoup plus d'indices, et de suspects, entre guillemets, enfin de suspects, de possibilités de kill ». Et t'as l'impression un peu d'être devant un Hitman, où tu vois un personnage et tu te dis « Putain, comment va-t-il mourir ?» Et il peut mourir comme ça, il peut mourir comme ça, il peut mourir comme ça, et on va te faire que des faux départs, que des faux suspens, et quand la mort frappe, tu fais « Ah la pute !» Ça, je l'avais pas vu venir. Et c'est incroyable. Alors l'histoire, ça reste l'histoire d'un Destination Finale classique, hein. Ils ont pas réinventé la roue, mais par contre, ils ont réinventé la mise en scène. Et ça, j'adore. Numéro 3, Companion.
J'ai adoré ce film. Vraiment, je l'ai adoré de la première à la dernière seconde. C'est un peu le même de Homelander. It was perfect. To the first, in the last minute, it was perfect. Et bah c'est ça en fait. Et Companion, pour ceux qui savent pas ce que c'est un Rape and Revenge qui se passe avec une androïde. Donc voilà, c'est dans le futur, les androïdes du quotidien existent, et elle, bah, c'est une androïde qui est en couple avec quelqu'un, c'est une androïde sexuelle, hein, clairement, et en fait, à un moment, elle se retrouve victime d'un viol, et qui du coup va se retrouver à tuer tous les humains autour d'elle, et bah en fait, elle est pas méchante. C'est les humains autour d'elle qui sont vraiment méchants et qui en ont rien à foutre d'elle parce que bah, c'est pas une personne réelle, c'est une androïde, donc on peut faire ce qu'on veut avec elle. Et elle, bah du coup, au bout d'un moment, elle va pas apprécier et ça va devenir un slasher inversé, un Rape and Revenge, hein, en gros. Hein, je répète un peu le genre du truc, mais c'est ça. Et ouais, c'est super fun, c'est super drôle, c'est vraiment gore, il y a des idées super intéressante de mise en scène, les personnages sont passionnants, quand tu joues avec le côté intelligence artificielle, la meuf qui peut augmenter son intelligence à 100%, à un moment ensuite t'as le méchant qui remet son intelligence à 0% pour profiter d'elle et tout, enfin voilà, c'est super cool, le kill final qui reprend totalement le kill final de Scream 5, avec le même acteur en plus, hein, c'est celui qui joue Yuhi dans The Boys, Jack Quaid, voilà. C'est le seul Nepo Baby, ok. Mais grave. C'est le seul qui est vraiment cool. mais oui, c'est vrai. Ouais, non, mais vraiment, moi j'aime beaucoup cet acteur. Et allez, si on creuse un peu, il y a peut-être un ou deux Nepo Baby qui sont cool aussi, mais lui vraiment, il est pas mal du tout, il est vraiment talentueux. Et donc, sa manière de mourir dans Companion, c'est la même que Scream 5, et c'est trop gros pour pouvoir être un hasard. Je pense que c'est un clin d'œil, parce que le mec est vraiment dans la même position en disant allez, vas-y meuf, quelles sont tes dernières volontés, etc. Et la meuf le kill exactement de la même manière. Donc voilà, très beau clin d'œil. Je pense que c'est un clin d'œil. Alors, si c'est pas un clin d'œil, les gars, franchement, vous êtes un peu cramés, donc dites que c'est un clin d'œil même si c'en est pas un. Mais ouais, franchement, Companion, Rape and Revenge, très court, très fun, très bien ficelé. C'est comme un petit épisode de Black Mirror, mais sur 1h30. C'est génial, c'est gore. C'est pas trop violent, hein, c'est gore, même si c'est une scène de viol qui démarre l'intrigue du film. Voilà, on n'est pas devant Orange Mécanique, hein, vous pouvez le regarder de manière assez safe. Si vous avez déjà vu un Scream dans votre vie, c'est du même niveau. Et que dire de plus ? Bah non, j'ai adoré. Des idées en pagaille, des idées un petit peu partout. Et ouais, c'était vraiment super. Je vais me l'acheter en Blu-ray très très vite. Numéro 2, Predator, Killer of Killers. Il y a plein de gens qui ont chié sur ce film. Je ne vise personne, évidemment que je ne vise personne. Moi j'ai bien aimé. Ah ouais, tu l'avais bien aimé ? Moi j'ai des petites critiques dessus, mais ça. Ah pardon, je croyais me rappeler que tu lui chiais dessus. Non, en général ça va, j'ai kiffé. Oh, moi je l'ai trouvé. Mais je le mettrai pas dans mon top. Tu vois, Ouais. À choisir, imagine je refais mon top de l'année, je mets plus Badlands que Killer. Ouais, mais moi, Killer of Killers, je l'ai vu 3 fois, mec. Ouais. Et il m'a scotché la gueule. Je trouve qu'il y a tellement d'idées dans ce film. Pour un film qui dure genre 1h20, il y a tellement d'idées. Dans un court-métrage de 20 minutes, ils t'ont mis plus d'idées que dans certains films entiers Predator de 2 heures. Et c'est ouf. Je trouve que l'animation est super réussie. Je trouve que les personnages, en 20 minutes, on arrive à vachement bien les caractériser. On a une mise en scène qui est aux petits oignons. On arrive vraiment à être touché par ce qui se passe. Et en fait, moi j'ai un pote qui, quand il a vu ce film, m'a dit que pour la première fois, il avait l'impression vraiment qu'on rendait hommage à la créature qu'est le Predator avec l'animation, c'est-à-dire dans les mouvements qu'il peut faire, dans les kills qu'il peut faire, etc. Il y a certaines choses que le live action ne permettent pas, mais que pourtant on pourrait imaginer venant d'une créature Predator. Et bah là, ils se le sont permis dans un film d'animation qui est vraiment dingue. Il y a un 4e acte dans ce film que je vais pas vous spoiler, mais franchement, je m'y attendais pas du tout. Et quand il est arrivé, j'étais en mode « Oh mais putain, mais oui, mais ça, je veux ça tous les jours en fait ». C'est incroyable. Killer of Killers avec
son segment sur la Viking qui te présente un putain de Predator Hulk qui est vraiment trop fort sa mère, qui a un putain de bras à plasma, j'ai envie de dire, qui arrive à... Mais c'est Shocker. Ouais, c'est ça, c'est Shocker avec le corps de Hulk. Mais ça passe bien parce que c'est le côté un peu arme rudimentaire de l'époque. Voilà, pour eux aussi c'est l'époque pour les Predators. Et le deuxième volet, avec ces deux frangins japonais qui sont ennemis, mais qui du coup font face à un Predator et vont devoir s'allier. Et en plus, ce segment est totalement muet, pourtant tu comprends tout ce qui se passe. C'est ouf, il y a une poursuite sur les toits avec le Predator et tout, mais waouh, les images de zinzin qu'il y a dans ce film. Les images de zinzin. Et le troisième segment avec la Seconde Guerre mondiale, où moi je me disais... qu'est-ce que tu veux raconter d'intéressant avec un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui va voler et faire du dogfight avec un vaisseau Predator? Et bah putain, il y a énormément de choses à raconter en fait. Et c'est vrai qu'il y a ce défaut de, malheureusement, le Predator se fait baiser à chaque fois que les personnages ont capté que sa vision était basée sur la température. Ça oui, c'est vrai que c'est un défaut. Mais en même temps, les gars, au bout d'un moment, il faut bien le vaincre, le Predator. Enfin, je veux dire, faut trouver des failles, et c'est souvent cette faille-là qui est exploitée. Pour le coup, je pense que sur ce film-là, certains ont retenu le truc parce que c'est clairement abusé. Genre, non, un moteur, même d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, ne devient pas froid parce qu'on l'a éteint. Il roulera mais ça dépend, il y a 1 kilomètre d'altitude. Oui, il fait froid. Oui. Et avec le vent et tout, moi je me dis que c'est plausible, tu vois. En fait, j'ai pas le thermomètre des Predators, donc je sais pas, je pourrais pas vérifier si vraiment au niveau des zones de chaleur, c'est ça. Mais c'est vrai que pour celui-là, même moi, ça m'a paru grave abusé, alors que vas-y, pour les autres, ça passe, tu vois. Oui, bah en tout cas, c'est clair que la Viking et le pilote se rendent compte qu'ils peuvent baiser le Predator grâce à ça, grâce à la question de la température. Donc ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu répétitif, mais je m'en bats les couilles parce que moi j'adore ce film, j'adore l'animation, je trouve qu'elle est vraiment dynamique, je trouve que c'est diablement réussi, voilà. Numéro 1, et celui-là vous l'avez pas vu venir, Partir un jour. Film d'ouverture du Festival de Cannes. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'un film français, comédie musicale, avec Bastien Bouillon et Juliette Armanet, soit mon top 1 de l'année. J'adore les comédies musicales, j'aime beaucoup les comédies romantiques, évidemment que j'étais très curieux de voir ce film, mais de là à le mettre top 1, et bah tout simplement parce que les personnages sont diablement bien écrits, tout simplement parce que la mise en scène est nickel, et tout simplement parce que les chansons s'inscrivent parfaitement dans le film et sont idéalement là où elles doivent être. C'est-à-dire que il y a beaucoup de comédies musicales dans lesquelles ils se mettent à chanter et tu dis oh bon là je sais pas si c'était nécessaire Coco. Alors que dans Partir un jour, le film fait vraiment attention à ce que dès qu'on chante, c'est vraiment qu'on n'arrive plus à exprimer ce qu'on veut exprimer par la parole. Et ça, c'est super. Sachant en plus que dans Partir un jour, il y a aussi une tonne d'humour avec des personnages avec qui j'ai envie de devenir ami. Enfin voilà, il y a une scène de repas entre potes qui se termine autour d'un karaoké et d'un jeu de société. Et en fait, moi, je regarde cette scène et je me dis, mais putain, mais des potes comme ça ou rien, quoi. Et le côté comédie romantique, bah je suis désolé, ça marche de ouf. Parce que la nana qui est devenue une resta à Paris et qui revient dans son patelin et qui retrouve son amour d'enfance avec qui il ne s'est jamais rien passé et qui en fait représente une opportunité qu'elle n'a jamais su saisir, et bah ouais, moi en tant que putain de romantique, en tant que putain de nostalgique, et bah ouais, ça me rappelle des choses, ça me rappelle mon adolescence et comme a dit Simon Rio dans son podcast Réalisé sans trucage, bah c'est en fait les baisers qu'on a donnés, mais surtout aussi les baisers qu'on n'a pas donnés. Et en fait, ça te renvoie tout ça à ton adolescence et on a tous eu quelqu'un avec qui on savait qu'on avait une connexion très forte, avec qui on savait que ça aurait pu se passer, et ça ne s'est jamais fait. Et au final, même aujourd'hui, on y repense, et on se dit « Ah putain, je suis peut-être passé à côté de l'amour de ma vie, en réalité, j'en sais rien. » Bah c'est ça, ce film. Et en fait, c'est deux âmes qui ont refait leur vie, qui se retrouvent des années plus tard, et qui sont l'une face à l'autre en mode bon bah on a tous évolué, toi t'as des gosses, moi je suis devenu une resta, je suis enceinte, mais on a toujours cette connexion,
il s'est jamais rien passé entre nous alors que tous les deux on en avait envie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et tout ça sur cette année-là, tout ça sur du Femme Like You, et tout ça sur du Moi je veux mourir sur scène de Dalila. Et tout ça, en fait, ça en fait un film qui est vachement touchant, qui personnellement me met une flèche droit dans le cœur. Et en fait, quand je vois ce film, je me dis, bah putain, c'est un peu ma vie, quoi. Aujourd'hui, moi j'ai beau être marié, tu me mets devant mon amour d'enfance, bim, ça fait 25 ans qu'on s'est pas vu. Waouh, je pense que je bégaye, tu vois. Et c'est ça que la réalisatrice de Partir un jour a réussi à vraiment retranscrire dans son film. Et c'est vachement touchant. Alors oui, c'est beaucoup moins fun que Companion, c'est beaucoup moins fun que Predator. Mais vraiment, c'est un film qui m'a vachement touché. Et c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'humour. Hein. C'est une comédie romantique. Donc ouais, comme je vous ai dit, il y a vraiment des passages aussi où tu vas te taper des barres, où les personnages vont sortir en boîte de nuit. Et voilà, ça va partir en couille, etc. Il y a un moment où on a Etchebest au téléphone et tous les gars, ils sont en mode... ils sont comme des oufs. Putain, il y a Etchebest au téléphone, on fait quoi ? Et tout, tu vois. Enfin voilà, c'est plein de moments ultra vivants. Ça parle de famille, ça parle d'amitié, ça parle d'amour raté, ça parle de cases qu'on n'a pas cochées dans sa vie, alors qu'on aurait peut-être aimé les cocher, ou en tout cas, il y a un monde parallèle où on les a cochés, et peut-être que ça a duré 2 mois, mais peut-être que ça a duré 20 ans, en fait. On sait pas. Et c'est ça, en fait, ce film, c'est les opportunités de ta vie que t'as ratées. Maintenant, tu te retrouves devant le constat de on aurait pu, mais on l'a pas fait. Qu'est-ce que t'es devenu ? Qu'est-ce que je suis devenu ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce qu'on plaque toutes nos vies pour tenter un truc alors qu'en réalité on se connaît pas ? Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. Ou est-ce que on s'arrête là même si la tentation de s'embrasser est énorme ? Enfin voilà, je trouve que c'est des thématiques qui sont vraiment puissantes. Et moi en tout cas ça me parle, ça me touche. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'une comédie romantique, comédie musicale soit mon top 1 de l'année. Mais vraiment, il m'a transpercé le cœur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce top film 2025. On va, avant de se quitter, quand même dire un petit mot sur 2026 et l'année à venir. Alors, 2026, nous avons une grosse année de baiser qui s'annonce, hein, on va pas se mentir. On a quand même Avengers qui va sortir le même jour que Dune. Ensuite, on a l'Odyssée, Toy Story 5, Michael, bon, ça a l'air éclaté, mais il faut donner sa chance au produit. Supergirl, Evil Dead Burn par Sébastien Vanitschek, réalisateur de Vermine, je suis un fanboy de son cinéma, donc vas-y frérot, je suis grave chaud. Évidemment, nous avons aussi Spider-Man Brand New Day, l'une de mes plus grosses attentes de l'année. Punisher fit Spider-Man, ça va être un truc de baiser. Il sera nerfé. Il sera nerfé, mais peu importe. Moi, il suffit qu'il aille voir Peter et qu'il lui fasse « Let me tell you something, Pete !» Oh voilà, ça y est, moi tu me fais ça, ça y est, c'est tout gagné. Nous avons aussi ma plus grosse attente de l'année, le prochain Steven Spielberg qui revient à la SF avec Disclosure Day. Voilà, un titre un petit peu chiant, j'espère qu'il sera traduit en français pour le coup. Et dernière info, la chose que j'attends le plus en 2026 n'est pas un film, parce que comme je vous l'ai dit, je vais voir beaucoup moins de films en 2026, tout simplement parce que je vais être papa. Voilà, mi-février, j'ai un petit bout de chou qui va arriver dans ma vie va totalement se transformer, et vous vous doutez bien que la chaîne YouTube et que les films au cinéma, ça prendra moins de place aujourd'hui dans ma vie. Alors je dis pas que je sortirai plus de vidéos, mais ouais, je vais quand même consacrer pas mal de temps à mon nouvel être qui va arriver dans ma vie. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté là si vous êtes encore là et que vous m'écoutez. J'espère que vous avez passé une bonne année 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026, plein de belles choses pour vous et surtout plein de bons films. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!